La France du début de 1789 est un pays dirigé par un roi, Louis XVI. En théorie, le pouvoir royal est quasi absolu, monarchie absolue de droit divin. La société est divisée en trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Le tiers-état regroupe plus de 97% de la population, surtout des artisans et des paysans. Il est le seul à payer des impôts, alors que le clergé et la noblesse ne participent pas au financement de l'État et jouissent de divers privilèges et droits. L'aide apportée par la France à la Révolution américaine a été financée par des emprunts royaux. Pour payer les intérêts de cette dette colossale, le roi lève des taxes sur une population affamée par les mauvaises récoltes. L'accumulation de motifs de mécontentement, comme les taxes, la dette royale perçue comme excessive, les mauvaises récoltes, le succès de la Révolution américaine, la propagation des idées des Lumières, surtout parmi une élite éclairée, font naître un désir de changement. Le roi est pris entre deux feux. La nécessité des réformes se heurte aux privilèges des nobles et du clergé et met en question l'organisation même de la société française de l'Ancien Régime. La Révolution française s'étendit de 1789 à 1799. Durant cette période, la monarchie absolue fut abolie et remplacée par une monarchie constitutionnelle, puis par une république, et cette dernière se termina par le coup d'État de Napoléon Bonaparte et l'instauration d'un régime impérial. Les idées novatrices de la Révolution française, que l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne disparaissent pas à la fin de cette période, mais se propagent plus silencieusement, ressurgissant en Europe au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. L'Ancien Régime désigne l'organisation politique et sociale de la France avant la Révolution. D'un point de vue politique, l'Ancien Régime désigne la monarchie absolue de droit divin. À la veille de la Révolution, le roi Louis XVI vit à Versailles. Il dirige la France avec l'aide de ses ministres qu'il nomme lui-même. Les provinces sont administrées par les intendants du roi et les fermiers généraux perçoivent les impôts. L'unité du pouvoir central contraste avec une administration morcelée. Chaque région a ses particularités. Il y a autant de systèmes d'imposition qu'il y a de régions. Les règles et les coutumes accumulées durant des siècles constituent une mosaïque compliquée et difficile à gérer. La France de la veille de la Révolution est le pays le plus peuplé d'Europe, 25 millions d'habitants. Cette population vit essentiellement à la campagne. Du point de vue social, l'Ancien Régime correspond à la division des trois ordres. Le clergé et la noblesse ne payent pas d'impôts et bénéficient de privilèges dont certains remontent au Moyen Âge. Le tiers-État, le 97% de la population, est composé de la bourgeoisie, de la paysannerie, d'artisans, d'ouvriers et de domestiques qui supportent toute l'économie. Ils payent les impôts et n'ont aucun privilège. La monarchie absolue est un type de régime politique dans lequel le pouvoir du monarque, le roi, n'est limité par aucun autre pouvoir, loi ou coutume. Un monarque absolu de droit divin justifie son pouvoir en affirmant le détenir directement de Dieu. En France, c'est Louis XIV qui le premier utilise ce terme. Cette concentration des pouvoirs aux mains du roi n'est pas totale. Il doit compter avec le soutien de la noblesse et du clergé à qui il accorde des privilèges. Bien qu'officiellement soumis au pouvoir royal, ces privilégiés peuvent parfois s'y opposer. Une des tâches principales de tout monarque est de déjouer les intrigues et les complots visant son autorité. Ainsi, la personne du roi joue un rôle central dans un régime de monarchie absolue. Son caractère et sa personnalité, son habileté à manier le pouvoir,
L'influence de son entourage ainsi que son charisme déterminent fortement l'évolution du royaume. Détenteur unique du pouvoir, il est le principal bénéficiaire de ses succès militaires et politiques. À l'opposé, il focalise sur sa personne tous les échecs et les mécontentements. La société française d'avant la Révolution est divisée en 3 groupes ou ordres: la noblesse, le clergé et le reste de la population qu'on nomme le tiers-état. La noblesse bénéficie héréditairement de divers privilèges et droits. On est noble ou on est anobli par la volonté du roi. Faire partie de la noblesse signifie bénéficier des divers privilèges tels que l'exemption d'impôts et de taxes. Ainsi, une des catégories les plus fortunées de France ne participe pas au financement de l'État. En dehors des avantages fiscaux, la noblesse bénéficie de privilèges accumulés durant des siècles. Possession de terres, droit de chasse, droit de prélever des impôts, etc. Cette situation complexe et archaïque rend difficile toute réforme. Le clergé n'est pas un ordre social homogène. La structure de l'Église catholique est hiérarchique. Le haut clergé, évêques, archevêques, etc., souvent issus de la noblesse, sont proches du pouvoir. Et le bas clergé, les curés, les vicaires, partagent la vie et les préoccupations de la population. À la veille de la Révolution française, le clergé catholique avait à sa charge l'état civil, l'assistance aux pauvres et aux malades, ainsi que l'enseignement. Les revenus du clergé proviennent de leurs nombreuses terres et immeubles et de la perception de la dîme, un impôt institué par Charlemagne à la fin du XIIIe siècle. Le clergé, comme la noblesse, était exempté d'impôts. On appelle tiers-état la population qui n'est ni noble ni ecclésiastique. Elle vit en majorité à la campagne. Très diverse, elle se compose de paysans, de propriétaires de leurs terres, les laboureurs, de paysans sans terre, les fermiers, et en bas de l'échelle, d'ouvriers agricoles. La population des villes se compose de la haute bourgeoisie marchande, financière et d'hommes de loi, et de la petite bourgeoisie, qui se compose d'artisans et de petits commerçants. En bas de l'échelle se trouvent les ouvriers et les domestiques. Un abîme sépare la vie des riches bourgeois marchands des villes de celle des ouvriers journaliers des campagnes. Quel est le point commun partagé par toute la population regroupée dans l'ordre du tiers-état? L'absence de privilèges et l'obligation de payer des impôts. La bourgeoisie urbaine, cultivée et éclairée, paie l'essentiel des impôts et désire que la noblesse participe à cet effort. Elle veut aussi un rôle politique correspondant à son importance dans la société. Au XVIIIe siècle, un mouvement intellectuel, culturel et scientifique anime l'Europe. Les philosophes du mouvement des Lumières remettent en cause la monarchie absolue de droit divin. En Amérique, cette lumineuse idée d'un gouvernement rationnel vient de s'incarner dans la Déclaration d'indépendance américaine et de la Constitution de 1787. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Cette invitation à penser par soi-même, grâce à l'étude des sciences, s'oppose à l'obscurantisme et à l'ignorance. Montesquieu, Diderot, Voltaire ou Rousseau proclament que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils mettent en avant la primauté de l'individu sur le groupe. À la veille de la Révolution, le budget de l'État est fortement déficitaire. L'aide de la France à la Révolution américaine a fortement endetté le pays et le remboursement de cette dette représente près de la moitié des dépenses. Le tiers-État est déjà fortement taxé. Il ne peut supporter plus d'impôts. Le Premier ministre Necker veut réduire les privilèges et entreprendre des réformes fiscales. Cette position le rend très populaire auprès du peuple. La crise financière est accompagnée d'une crise économique.
Depuis 15 ans, les prix agricoles diminuent, alors que les loyers, les fermages augmentent. Les paysans survivent de plus en plus difficilement. En 1778, les mauvaises récoltes ont augmenté les prix, dont celui de l'aliment principal, le pain. Pour se nourrir, on coupe dans toutes les dépenses et la crise alimentaire entraîne la crise générale et le chômage. Partout en France éclatent des émeutes. Le XVIIIe siècle voit grandir la contestation de l'ordre établi. La liberté des individus est au centre des réflexions philosophiques. Pour y parvenir, il semble nécessaire de modifier les structures politiques et sociales. Le succès de la Révolution américaine, suivi par la mise en place d'un régime démocratique, renforce le désir de changement. On voit apparaître des publications critiquant le pouvoir royal. La monarchie et la noblesse sont décrits comme des institutions tyranniques, archaïques et inutiles. L'Église et le clergé ne sont pas épargnés. Les philosophes des Lumières mettent la raison et non la religion comme la source de tout savoir. On voit dans l'Église une institution qui maintient la population dans la crainte et l'ignorance.